Alors, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce nouveau live donc, des éditions Luciférine, donc si je ne me trompe pas, le quatrième live donc, de la rentrée que nous faisons avec Xavier Ozzi, Yvan Barbedette et Florian Soulas. Donc, nous étions donc, ces trois derniers lives sur des thématiques, on va dire, autour du fantastique en général. On avait vu les civilisations disparues, les maisons hantées et les chats, les félins. Et donc là, cette fois, on va plus parler d'écriture et de comment les auteurs passent de la nouvelle notamment au roman, comment on écrit une nouvelle, comment on écrit un roman. Donc j'ai réuni trois auteurs qui ont donc cette expérience. Donc Xavier Ozzi, qui est auteur de 2 romans chez nous aux éditions Luciférine, donc L'Homme maigre, premier roman, et Le Sceau du Grillon, donc 2 romans fantastiques et entre fantastique et thriller, roman noir, enfin, on s'en parlera plus en détail. On a Yvan Barbedette, donc, qui a participé en tant qu'anthologiste à Démons japonais, mais qui est aussi auteur chez Le Grimoire, avec son roman Éternel 22, où on est plus dans de la science-fiction. Et Florian Soulas, donc, qui nous avait rejoint sur Maison hantée, sur Civilisation disparue, et qui a ensuite été publié chez Scrinéo avec Rouille et les noces de la renarde. Donc merci tous les trois d'être avec nous, et on voit d'ailleurs au niveau des romans qu'on a un choix assez différent de genre. Donc on va un peu parler de votre travail déjà en temps dans l'écriture, comment vous êtes venu à l'écriture et comment vous êtes venu à la nouvelle. On va commencer avec toi, Xavier. Alors, je suis venu un peu sur le tard. C'est à la fois une arrivée sur le tard à l'écriture et un retour parce que je gribouillais quand j'étais petit enfant, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Et puis, il y a eu une longue interruption qui se chiffre en décennies. Et puis, je me suis décidé à reprendre les rênes. Et pour m'y mettre, en fait, j'ai écrit un roman qui m'a servi un petit peu de galop d'essai, que j'ai pas vraiment proposé. Il m'a servi un petit peu à me faire la main. En même temps, je me suis inscrit sur un forum d'écriture sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai fait un séminaire polar. J'ai fréquenté un peu les manuels et puis, je me suis frotté à la nouvelle. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu honteux à avouer, mais oui, je me suis servi de la nouvelle un peu pour me faire la main, sachant que dès le départ, je voulais faire du roman. Je ne suis pas un cas isolé, je crois qu'on est pas mal à faire ça. Donc c'est un peu dévalorisant pour la nouvelle qui normalement est un exercice à part entière. Je m'excuse auprès d'elle, mais voilà. Je me suis servi un petit peu de ça pour rôder un peu ma technique. Et assez vite pour moi, il a été clair que j'allais retenter l'expérience du roman. J'ai donc un petit peu déconstruit ce que j'avais écrit. Euh, Au vu de ce que j'avais appris, j'ai bâti une nouvelle histoire avec de nouveaux objectifs pour des nouveaux personnages. Et c'était l'homme maigre, en fait. Voilà en résumé ce qui s'est passé. Et je suis toujours vraiment sur le format roman. C'est vraiment le format que j'aime. Donc j'ai fait quelques nouvelles. Je ne m'interdis pas d'en refaire, mais c'est le format qui m'éclate, c'est vraiment le roman. Voilà. Après, oui, pour dire ce que tu disais, la nouvelle comme exercice, je pense pas que c'est forcément une mauvaise chose. Oui, Florian? Bon, je peux intervenir? Oui, bien sûr. J'ai eu cette démarche-là au tout début où je me sentais pas d'écrire un roman et du coup j'ai commencé par une nouvelle. Mais en fait, je pense que ça c'est une réflexion qu'on a quand on n'a jamais écrit de nouvelle et on sait pas que c'est dur en fait la nouvelle et qu'on se dit que genre oh, ça va être facile parce que c'est court. Mais en fait, ça répond à des codes qui sont hyper précis aussi et en fait c'est vraiment comme tu dis genre bah vraiment genre un format à part entière vraiment et que c'est pas plus simple quoi. C'est juste différent. Oui, je voulais dire justement que c'est pas mal pour la nouvelle. Après, je laisserai la parole aussi à Yvan, que c'est pas mal pour, on va dire, cadrer un scénario, pour aller vraiment à l'essentiel. Par contre, le problème quand on se met au roman, enfin aussi pour avoir essayé les 2 formats, je connais aussi le problème, c'est qu'on peut, à force d'écrire de la nouvelle et d'en aller à l'essentiel, on peut avoir du mal à vraiment développer et à vraiment à donner des éléments qui aident à entrer dans l'ambiance, etc. Parce qu'on a tellement peur avec la nouvelle de respecter le nombre de signes, qu'on devient tellement efficace que pour le roman, des fois, c'est pas bon. Je te laisse d'ailleurs, Yvan, en parler, puisque je vois que tu as cette réflexion aussi. Oui, alors bon, je vais déjà parler un petit peu de mon passé. J'écris depuis 25 ans.
mais je ne suis publié que depuis 3 ans, en fait. Mais j'écrivais au départ dans mes cahiers, etc. Et puis est arrivé Internet, est arrivée une invention formidable qui s'appelle le forum RP, donc du jeu de rôle sur forum, du jeu de rôle sur écriture. Et on peut dire que ça fait quand même pas mal la main. Hein. Ça permet quand même de pas mal écrire, de beaucoup écrire et de rôder un peu sa technique. Et puis après, j'en suis arrivé c'est un ami qui m'avait parlé d'un appel à texte. Le concept, déjà, je ne connaissais pas trop, l'appel à texte. Et j'ai répondu à un appel à texte, ça a marché, donc j'ai publié ma première nouvelle. Et après, l'engrenage, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'étais emporté par la vague. Et c'est vrai que, j'en parlerai peut-être plus tard ou maintenant, comme vous voulez, mais la nouvelle que j'ai écrite, j'ai dû l'adapter en roman après. Ça faisait partie du contrat. La nouvelle, suite à un prix, le prix mi-saison. Donc voilà pour le passé. Est-ce que je parle du prix ou... On va déjà attendre voir avec Floriane un peu qu'elle nous décrive un peu son parcours un peu plus en détail aussi, puis on y reviendra juste après. Oui, c'est ça. C'est mon tour, du coup. C'est marrant parce qu'on a plein d'expériences en commun alors qu'on a écrit tous depuis des durées hyper différentes. Moi aussi, j'ai commencé à écrire sur des forums de RP c'était un forum qui s'appelle Terra Elise, qui existe toujours, et qui est, allez voir, il doit y avoir des vieux textes à moi qui traînent, genre ça va être un peu compliqué si vous trouvez c'est quoi mon pseudo. Et voilà, et le but c'était d'écrire tous ensemble et de se motiver, et donc c'est là que j'ai fait mes premières armes et que j'ai rencontré des amis, donc ça c'était il y a 15 ans en arrière, quoi. Et pareil, un peu comme Yvan, du coup, genre, j'ai un de mes amis qui, lui, voulait, entre guillemets, se professionnaliser, qui avait ambition d'être publié. Il m'a dit, mais viens, on participe à des appels à texte et tout. Et moi, j'étais en école d'ingé, j'avais pas le temps. Ça me tentait bien, mais j'étais en train de finir mon diplôme, j'avais pas le temps. Et en fait, ça m'a pris un peu plus tard. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut le faire. Si tu fais pas maintenant, tu le feras jamais. Genre, il faut écrire, quoi. Et j'ai commencé à participer à plein d'appels à texte. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été publiée. Et une de mes premières nouvelles a été publiée donc, ici chez Luciferine, avec toi Barbara qui m'a donné ma chance, donc merci, c'était super cool, c'était maison hantée et franchement genre je crois que c'était un des jours où j'étais les plus heureuse dans toute ma vie. Je crois genre j'ai fait des bons genre partout pendant une demi-heure, j'étais trop heureuse, genre ça y est, genre ça y est, ça commence, c'était super cool. Et un an après, je crois un an et demi après, donc j'ai publié plusieurs nouvelles entre temps. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Je me suis pas dit aussi, peut-être c'est le moment de tenter le roman parce que j'ai commencé par la nouvelle parce que je ne me sentais pas d'écrire des romans. Je pensais que c'était trop difficile, trop complet, que je n'avais pas le recul pour gérer quelque chose d'aussi long, quoi. Et là, pour m'aider, j'ai fait un peu comme Xavier, je suis allée me frotter un peu au manuel. Je suis allée chercher des espèces de méthodes, essayer de voir comment je pouvais aller au bout. Et puis voilà, ça a été rouille. Et après, il y a eu les Noces de la Renarde. Et après, j'ai continué toujours à publier quelques nouvelles par an parce que c'est un format que j'aime bien. Ça me permet un peu, je trouve, c'est comme un laboratoire, un peu, on peut tester des choses. Par exemple, quand je faisais plein d'appels à texte, j'ai testé les nouvelles de plein de styles différents. J'ai vu qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas du tout, que je n'arrivais pas du tout à écrire, et d'autres que, par exemple, je ne pensais pas du tout que le fantastique, c'était quelque chose qui allait marcher, ou que j'allais bien aimer faire. Et en fait, je me rends compte que c'est ce que je préfère faire. C'est hyper cool, et je ne l'aurais pas essayé, je ne l'aurais pas su, quoi. Du coup, voilà. Donc maintenant, j'ai toujours un peu, j'essaie d'écrire des romans. Et entre-temps, tous les ans, je publie une ou deux nouvelles parce que c'est cool et que ça me permet de me concentrer sur un truc qui dure pas trop longtemps, mais de tester plein de trucs et j'aime bien ça. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'exercice des appels à texte, on est amené à tester justement des genres différents. Et c'est un engagement moins long, puisque écrire une nouvelle, on va dire, ça prend en moyenne un mois maximum. Hein, et donc, on peut tester des manières d'écrire, des styles, etc. Donc, je voudrais savoir un peu chacun quel genre différent vous avez essayé en nouvelle, quel genre vous pensiez, par exemple, aimer, puis que finalement, en écrivant, ça ne s'est pas du tout bien passé, et quels genres ont été une bonne surprise. On commence par toi, Xavier. Waouh! Alors, moi, je ne me suis pas frotté à beaucoup de nouvelles, mais par contre, j'ai tapé dans des genres un peu différents. Ça va de l'érotique aux zombies, en passant par la nouvelle noire et le fantastique. Bon, je ne parle pas de celles qui n'ont pas été publiées, mais voilà, 4-5 genres différents, 4-5 nouvelles différentes. On en a un peu parlé, mais c'est vrai que pour moi, la caractéristique, c'est vraiment le travail sous contrainte. Ce côté un peu Hitchcockien, j'ai plein de contraintes à gérer sur un format super court, parce qu'il n'y a pas seulement que la taille, il y a la feuille de route de la nouvelle, qui est parfois extrêmement contraignante.
Quand tu dois écrire et que l'intitulé c'est tomber les voiles, par exemple, je sais pas comment ils ont fait, mais chapeau quoi. Mais voilà, c'est tout le temps écrire sous contrainte et ça c'est assez sympa. Ouais, ça j'ai bien aimé. Donc sur ce qui a été source de surprise, je ne me voyais pas spécialement écrire pour du post-apo avec des zombies et en fait c'était absolument génial, quoi. C'est vraiment ce que j'ai préféré faire en nouvelle. Voilà, un premier exemple qui me vient. Voilà. Bah, très bien. Et toi, Yvan? Moi, j'essaie de toucher à tout. Je préfère la science-fiction. Je préfère lire la science-fiction. C'est un peu mon domaine. J'aime bien écrire la science-fiction aussi. Mais j'ai envie j'ai envie d'essayer d'un petit peu tout. Donc, ma première nouvelle qui avait été publiée, c'était justement la science-fiction. La deuxième, j'ai fait du steampunk. C'était très, très amusant à faire, le steampunk. J'ai beaucoup aimé l'expérience du steampunk. Voilà. J'ai fait du fantastique au Luciférine. C'était intéressant, mais c'était un exercice difficile. Me mettre dans le monde réel, pour moi, ça m'a fait bizarre. Et donc, la structure de ma nouvelle est un peu bizarre parce que en fait, c'est le miroir du fait que je n'étais pas à l'aise avec ce genre-là. Non, ça se voit pas, hein, je te rassure. Si tu as été sélectionné, c'est que ça passait bien. Oui, non, mais bien sûr. Merci. Mais la structure un peu étrange, mais c'est aussi parce que voilà, moi, je suis plus à l'aise dans les mondes imaginaires. J'ai publié aussi de la fantaisie biblique. Et oui, c'est particulier. Et j'essaie de me faire publier sur de la fantaisie. J'ai envoyé une nouvelle de fantaisie pure et dure. Et j'essaie un petit peu de tout, quoi. Et là, je suis en train d'écrire une nouvelle horreur dans l'espace, de SF horreur. Voilà. Et j'ai un roman, mon deuxième roman qui est parti sur la SF, sur la SF policière cette fois-ci. Voilà. Donc voilà, même si j'aime la SF, j'essaie de tout faire, j'essaie de tout tester. Peut-être que je trouverai un genre qui va vraiment me plus plaire que les autres et m'y engouffrer. Mais pour l'instant, j'aime bien tout, quoi. Très bien. Et donc, toi, Floriane, qui a aussi fait beaucoup de genres différents. Et moi, j'ai eu deux grosses surprises, trois. J'ai écrit beaucoup de nouvelles. Et ma première nouvelle qui a été publiée, c'était une nouvelle de steampunk. Et c'était la première fois que j'écrivais du steampunk. J'avais découvert ce genre en convention en voyant des gens saper comme jamais. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. Et je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, jamais ça va passer parce qu'ils vont se voir que je ne connais pas les codes, que je ne sais pas, que je débarque un peu dans ce truc-là. Et ça m'avait l'air d'être un truc de gens hyper initiés à ce monde-là. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Mais en fait, comme ça triguait un peu mon côté ingénieur, tout ce truc-là, ça a super bien marché. Et du coup, après, j'ai fait d'autres nouvelles et Rouille est sorti. Et ça m'a semblé hyper naturel, comme si on m'avait attendu toute ma vie pour refaire du steampunk, quoi. Et à contrario, j'essaye encore régulièrement d'écrire de la fantasy et ça ne marche pas du tout. C'est nul. J'adore en lire. Franchement, j'ai grandi en lisant de la fantasy, vraiment. Mais alors, incapable d'en écrire, je m'ennuie. Je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression que j'ai aucune idée. C'est hyper plat, l'horreur. Et j'ai eu une bonne surprise, du coup, en participant aussi au l'appel à texte des Luciférines, de découvrir que entre l'horreur, le fantastique, un peu horrifique, ça me plaisait bien, que c'est hyper sympa. Et du coup, je me suis découvert un peu une passion pour ça. Donc, j'ai bien aimé ça et j'étais toujours contente de pouvoir participer aux AT des Luciférines parce que je trouve que vous sortez bien dans le paysage, il n'y a que vous qui faites ça. Donc, c'est hyper cool. Et récemment, je me suis essayée aux nouvelles de science-fiction aussi. Et du coup, là, ça devrait sortir bientôt, donc on verra. Mais j'étais contente aussi. Et là aussi, je pense que c'est plus naturel pour moi parce que j'ai un background de scientifique, donc forcément, c'est des choses qui me parlent. Mais par contre, je le vois plus comme une manière d'amener des sujets de société ou des réflexions que j'ai. Et c'est une démarche que je n'ai pas du tout quand j'écris des nouvelles fantastiques ou steampunk. Là, je trouve que, mais après, parce que c'est comme ça, mais l'anticipation et la science-fiction, c'est un bon terreau pour explorer des choses un peu plus personnelles et des trucs un peu plus sombres que juste de la fantasy ou ces autres genres-là, quoi. Donc voilà. Échec de fantasy, je pense que je n'en écrirai jamais. Ça, c'est intéressant justement le fait qu'en tant qu'auteur, des fois, il y a des choses qu'on aime bien lire, mais c'est pas forcément les choses qu'on arrive à écrire, même si ça peut sembler un peu paradoxal. On dit si on aime bien, pourquoi on n'est pas à l'aise avec ce genre? On va peut-être pouvoir en faire un petit tour pour parler de ça avec si Xavier et Yvan. Toi, Xavier, je sais que tu as des modèles en écriture.
est-ce qu'il y a des modèles, des genres que tu aimes bien lire et avec lesquels ça passe pas du tout, ou est-ce que au contraire, tu es très à l'aise à écrire un peu des choses qui ressemblent à tes modèles? La question est difficile pour moi parce que je suis en train de m'y frotter en ce moment. Ah. J'ai démarré avec quelque chose qui était un mélange de polar et de fantastique dans le maigre. Mhm. J'ai un petit peu changé les proportions des ingrédients dans le saut du grillon où la part de fantastique baisse un peu. Et là, je me suis attaqué à un roman qui est 100% polar avec plus du tout de fantastique. Donc, est-ce qu'il fonctionne? C'est trop tôt pour le dire, j'en sais rien encore. Mais je n'ai pas éprouvé particulièrement de difficultés. Voilà, je lis beaucoup de polars, ça fait vraiment partie de mon background. C'est vraiment un des rayons les plus importants de ma bibliothèque. Donc c'était assez naturel que je m'y frotte et pour l'instant ça me semble toujours aussi naturel, mais on va patienter quand même un petit peu pour savoir si ça fonctionne ou pas. Vraiment entre la difficulté à écrire et le plaisir de lire ce genre-là, il n'était pas évident que j'arrive à faire du fantastique, sachant que j'en lis pas énormément. Je ne trouve pas qu'il y ait une production, en particulier en France, de fantastique qui soit extrêmement importante. Numériquement, j'entends, hein, je ne parle pas de la qualité. On fait beaucoup de nouvelles. Et du coup, on n'a pas forcément énormément de matériel à lire. Donc, ce n'était pas forcément évident que j'arrive à m'exprimer dans le fantastique. C'était peut-être un peu plus surprenant pour le fantastique que pour le polar. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Quant au post-apo, c'est complètement accidentel. Je ne suis pas spécialement client de ça, à part pour me marrer. Et en fait, ça m'a vraiment éclaté. Voilà. Je peux dire un truc? Oui, vas-y. Désolée, je te coupe. Mais c'est hyper drôle parce que moi aussi, le post-apo, ça me faisait super peur parce que justement, j'adorais ça. Et j'avais peur de pas savoir. Autant la fantasy, j'adorais ça, mais je me suis très vite rendu compte que ça n'allait jamais marcher entre nous. Autant le post-apo, le premier que j'ai écrit, c'était pour Dimension Route de légende sur Rivière Blanche. Et j'étais terrorisée à l'idée d'avoir envoyé un truc de post-apo parce que je me suis dit, genre, c'est trop iconique comme thème, genre, ça va forcément me casser. Enfin, c'était trop difficile. J'avais peur que ce soit hyper difficile. Et au final, donc la nouvelle a été gardée. Et je crois que c'est une de mes plus belles réussites à ce jour. Genre, je crois que c'est une des choses dont je suis plus fière, c'est cette nouvelle de post-apo. Mais j'avais hyper peur de me lancer. Et je me suis dit, franchement, c'est qui tout double. Soit j'y arrive, soit j'en écris plus jamais, quoi. Je sais pas ce qu'il y a le post-apo, tu vois. Il y a un truc. Je plus sois, hein, c'est pareil. Hein, pour moi, c'est ma meilleure nouvelle. Ah. Marrant, je te rejoins. Le post-apo. Très bien. Non, je voulais juste dire rapidement que c'était vrai qu'effectivement, j'approuve aussi Xavier sur le fait que trouver du roman fantastique, vraiment, ça va être très dur parce que c'est pas vraiment un genre qui se prête au roman, puisque dans le fantastique même, on doit rester sur le doute. Et après, sinon, on glisse vers l'horreur, et c'est vrai que des auteurs français horreur, on n'en a pas trop, c'est quand même plus un genre anglo-saxon. Donc effectivement, ça peut être plus difficile on va dire dans le paysage français de trouver des auteurs du genre. Et puis Yvan, si tu as quelque chose à ajouter sur cette question aussi. Par rapport à la difficulté d'écrire, personnelle évidemment, donc j'ai écrit une nouvelle de fantasy, mais c'était pas facile à écrire. Donc la fantasy, c'est donc ce monde complètement imaginaire. Et justement, faire construire un monde totalement imaginaire sur une nouvelle, on a avec une contrainte de signes, un nombre de signes limité, c'est pas facile. Et d'ailleurs, la nouvelle de fantasy que j'ai écrite, j'ai des très bons bêta lecteurs qui, en leur envoyant le texte, ils m'ont dit on n'a rien compris. Ah mince, donc d'accord, il faut que je simplifie l'univers alors. Et ça, j'ai trouvé que c'était une difficulté. La fantasy, c'est développer un monde qui n'existe pas, essayer de refaire des codes de A à Z. Et sur la nouvelle en soi, voilà, c'est vite limité, quoi. Je pense, mais enfin, personnellement, je pense que ça se prête plus au roman, quoi, la fantasy plus qu'à la nouvelle. D'ailleurs, la nouvelle, on dit souvent que c'est le format phare de la SF. La science-fiction se prête mieux je trouve que la science-fiction se prête mieux à la nouvelle que la fantasy. Donc voilà.
Je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que la fantasy, il faut faire émerger tout un monde différent. Sur la SF aussi un petit peu, mais bon, il y a plus le Il y en a côté, déjà des on bases en voit SF. avec Philippe Cadic, par exemple, ou Isaac Asimov, on a beaucoup de très très bonnes nouvelles de SF très pertinentes. C'est vrai que nouvelles de fantasy, c'est pas trop, je pense que le lecteur aussi cherche dans la fantasy. Donc ça existe, mais... En nouvelle, après, moi, de fantasy pure, je pense que le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les anthologies des Imaginables. Oui. Avec des thèmes de fantasy. Là, c'est le seul endroit où je vois un truc régulier, une production en tout cas régulière publiée de nouvelles purement fantasy en France, quoi. Et d'ailleurs, Ou les autres anthologies de d'autres salons, quoi. Et tu remarques que le prix des Imaginales cette année sur les nouvelles, c'était que sur des recueils de nouvelles en fait, sur quasiment des fix-up de nouvelles de fantasy, quoi. Donc, pour montrer qu'une nouvelle isolée en soi de fantasy, la SF, l'avantage de la SF, c'est que il y a déjà une base, il y a une base du monde réel, parce qu'un monde de science-fiction, c'est quand même basé sur la réalité, donc on se base sur ça. Alors que la fantasy, non, il n'y a rien à moins d'être dans l'urban fantasy. La fantasy, il faut tout réinventer de A à Z. Après, bon, pour des auteurs, il n'y a pas de problème, hein, ils font ça très bien. Moi, j'ai galéré. Et d'ailleurs, pour en venir à ce sujet-là, qui est donc le passage un peu de la nouvelle au roman, c'est vrai que quand on commence à écrire une nouvelle, on peut se demander, comme c'est court, est-ce qu'on a envie des fois de développer, de faire plus? Je sais qu'Yvan, tu vas pouvoir en parler, toi tu t'es prêté à l'exercice de transformer un peu une nouvelle en roman, donc tu vas nous en parler. J'ai demandé à Xavier et Floriane, en commençant par Xavier, est-ce que ça vous est arrivé d'essayer de transformer une nouvelle en roman? Est-ce que ça a donné un projet abouti ou pas, à toi Xavier? Non, je m'étais gardé sous le coup de la possibilité éventuelle de développer une nouvelle qui a été publiée, mais voilà, c'est resté dans le tiroir. Non, clairement, j'ai pas envisagé la nouvelle sous cet angle-là. Quand je bâtis un roman, vraiment, je pars sur un truc très long. La phase de construction est très longue et voilà, jusqu'à présent, je ne me suis pas servi de nouvelles. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais moi, je n'ai pas fait ça. Donc, je ne connais pas l'exercice. Et toi, Floriane? Moi, il y a une nouvelle que j'ai essayé de développer en roman et ça n'a jamais marché. Gros échec. Parce que, il y en a eu deux comme ça. En fait, il y a eu deux nouvelles. Il y en a une où je me suis dit, je ne le fais pas du coup, parce que j'avais vu que ça n'avait pas trop marché pour la première. En fait, j'avais voulu vraiment pousser l'univers, mais en gardant vraiment les éléments qui étaient emblématiques de la nouvelle. Et du coup, ça ne marchait pas parce que ce projet était terminé, c'était fini. En fait, la nouvelle, c'était la nouvelle et c'était tout. Après, je pense que l'univers est hyper intéressant, mais du coup, il faudrait l'aborder d'un angle complètement différent dessus de la nouvelle et justement pas suivre la nouvelle, vraiment genre aller explorer autre chose de l'univers et peut-être que là, ça marcherait. Donc, c'est un truc que je garde dans un coin de ma tête pour plus tard parce que c'est vraiment un univers que j'ai envie de développer. Mais du coup, j'y ai passé des mois. Hein. J'ai écrit, j'avais fait un synopsis et tout, et j'ai écrit des mois, ça n'a jamais rien donné. Et du coup, finalement, j'ai fini par dire, c'est que si ça ne veut pas, c'est que ça ne veut pas, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc, j'ai abandonné ce projet. Et je pense un jour, en fait, maintenant que du coup, j'ai acté que ça n'allait pas marcher, depuis un an ou deux là, je me dis, je vais le reprendre en changeant complètement de point de vue, vraiment en écrivant une histoire pour l'histoire et pas une histoire qui serait ma nouvelle, mais en fait pas ma nouvelle, quoi. Et du coup, là, je pense que ça va mieux se passer, donc j'espère, on verra. Mais pour moi, pour l'instant, ça n'a jamais marché. Les une fois et demie où j'ai essayé, ça n'a jamais été très concluant, parce que j'envisage vraiment la nouvelle comme un truc à part entière, comme un roman, en fait. C'est juste que le format est différent. Mais il y a vraiment un début, un milieu, une fin. À la fin de la nouvelle, tous les enjeux sont répondus. Tout est bouclé, quoi. Et donc, du coup, l'histoire, elle est finie. Et comme un roman qui est terminé, en plus, moi, je fais que des one-shots. Donc, hop. Et du coup, je passe à autre chose. Et j'arrive pas à revenir dans ces trucs-là. Pour moi, tout est bien à sa place et il n'y a rien à changer, quoi. Oui, c'est vrai que c'est comme quand c'est fait, c'est vrai que même pour un roman, selon qu'on veut faire un roman court ou un roman long, la manière de débuter est décisive presque. Donc, effectivement, ça peut être très, très difficile de se détacher de la nouvelle pour le roman. Ah, moi, j'ai pas réussi. Et du coup, toi, Yvan, comment tu as fait, puisqu'on en vient justement à toi et aux difficultés qu'on peut éprouver pour ce genre d'exercice, donc ce changement de format? Alors, ce serait, on va dire, l'équivalent, on dissèque une grenouille, on récupère les organes, on essaie d'en faire un dinosaure avec tout ça.
Donc, vraiment essayer de dilater. Alors, dilater une nouvelle, ça ne marche pas, en fait. Essayer de la faire ma nouvelle faisait 40 000 signes. J'en ai sorti 725 000 avec le roman. Alors, la nouvelle que j'avais posée de science-fiction, j'avais décrit une société étrange, une société futuriste très étrange, avec des codes immoraux extrêmement étranges. Vraiment, on était presque sur de la fantaisie à tellement c'était différent d'une autre. J'avais fait une nouvelle à la première personne. Et donc, quand j'ai su que j'avais le prix mi-saison et donc que j'allais devoir faire un roman basé sur l'univers de cette nouvelle-là, donc j'ai commencé déjà à réfléchir à ce que j'allais faire. Donc, j'ai viré la première personne. Je me suis dit, bon, ici, et je me suis dit, je vais multiplier les points de vue. Et comme j'avais un univers étrange, je me suis dit, je vais, dans mon roman, je vais aussi décrire ce qui s'est passé de notre époque à nous, dans les années 2000, jusqu'à arriver à cette société-là, cette société étrange. Comment on est arrivé à ça? Avec, voilà, que ça soit distillé dans le roman, que ça ajoute, et que ça ajoute aussi au mystère, c'est comment on en arrive ici. Et comme dans le roman, il y a une histoire d'apocalypse, voilà, il y a une sorte d'apocalypse un peu annoncée, une apocalypse qui doit survenir dans les 10 jours. Eh bien, en faisant des retours 1000 ans en arrière, on se rend compte comment la société s'est développée et d'où vient le grain de sable qui 1000 ans après, s'est dilaté pour former l'apocalypse, en fait. Donc pour augmenter tout ça, j'ai augmenté le nombre de points de vue, j'ai augmenté ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai gardé finalement? J'ai gardé la société étrange. Et puis, voilà, l'idée de la société étrange, et puis c'est à peu près tout, quoi. Aussi les noms de personnages, j'ai gardé. Voilà. Mais, après, j'ai un peu plus développé leur histoire. Hein. Dans ma nouvelle, le héros était quelqu'un d'à peu près lambda, et j'en ai fait quelqu'un d'un peu simplé. Voilà, du coup, tu n'as pas suivi l'intrigue de ta nouvelle dans ton roman? Pardon? Tu n'as pas suivi l'intrigue de la nouvelle dans le roman? C'est deux histoires différentes. Grosso modo, un petit peu quand même. J'ai gardé un petit peu bon, c'est en fond, on va dire. C'est en fond. Ça fait comme une couleur, quoi. Il y a une couleur. Il y a ceux qui ont lu la nouvelle. D'ailleurs, moi, je n'ai pas lu ma nouvelle, je crois, depuis. Je me suis lancé dans le roman juste avec mes souvenirs de ma nouvelle, pour pas trop m'influencer. Mais si on lit la nouvelle, on n'est pas spoilé par le roman, quoi. On va ressentir. Il n'y a pas de mot. Mais bon, voilà à peu près mon expérience. C'était sportif. Voilà, c'était assez sportif à faire. Et c'est vrai que c'est pas l'idéal. Hein. C'est vraiment pas l'idéal. Je pense que c'est pas quelque chose qui s'y prête. Une nouvelle, c'est quelque chose c'est quelque chose de bref. C'est quelque chose qui est fait. C'est un sprint, une nouvelle. Et là, il faut en faire un marathon, quoi. En soi, c'est un exercice pas évident. Et je comprends qu'on puisse échouer parce qu'il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, est-ce que je vais arriver au bout, quoi? Est-ce que je vais arriver au bout de cette histoire-là? Donc, voilà. Et c'est un roman, je pense que je n'aurais pas écrit d'un coup. C'est-à-dire, si je n'étais pas basé sur ma nouvelle-là, c'est un roman qui n'existe que parce qu'il vient de cette nouvelle-là. Je n'aurais jamais pu l'imaginer autrement, je pense. Donc, voilà. Yvan, quand j'entends ton retour d'expérience, je ne sais pas si ça ne me fait pas un petit peu penser à ces problèmes d'adaptation cinématographique des romans. En gros, pour pouvoir transformer ta nouvelle en roman, tu es un peu obligé de lui être infidèle, non? C'est pas un peu une histoire comme ça? Si, complètement. Oui. si, complètement. Pas obligé, oui, forcément. Oui, tu dois trahir tout ce que tu dois trahir. Par exemple, bon, la nouvelle, comme beaucoup de nouvelles, il y a une chute. Bon, cette chute-là, on l'efface. Hein. Il n'y a plus cette chute-là, hein, parce que la chute, ça serait révélé à la fin du roman. Ça serait quand même dommage. Donc on coupe avant, et puis on essaie de le faire sans cette histoire de chute. Mais je parle aussi au nom de ceux qui ont eu le prix de saison avant moi. Parfois, ils ont fait un autre choix. Je pense à notre auteur Philippe Aurel Leroux, qui a dû adapter sa nouvelle. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a repris le même univers, mais il l'a fait, il a pris 1000 ans avant, je crois, enfin quelque chose comme ça. Il a décalé dans le temps, histoire de pouvoir faire une histoire originale, mais un peu dans le même univers. C'est aussi une autre solution.
Donc justement, en parlant de romans, donc, qui sont pas forcément du coup adaptés d'une nouvelle, toi par exemple Xavier, comment tu vas aborder justement un roman, donc la création d'un roman, le scénario, comment l'idée par exemple du premier roman, L'homme maigre, apparaît, enfin comment ça se passe? Alors, la toute première étape, hein, on va dire l'instant zéro, celui-là, il est un peu indéfinissable, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on va parler de ça, ou qu'un peintre va se lancer dans cette direction, ou un photographe une autre direction? Euh, voilà, on part sur un truc, ça c'est un peu l'instant zéro. Je peux commencer à parler de ce qui se passe après. Quand je commence à mettre en forme et que je me dis qu'est-ce que je vais faire de cette espèce de truc informel qui est une idée, un personnage ou une séquence que je verrai de manière un peu cinématographique. Là, j'utilise en fait des outils et je travaille assez longtemps jusqu'à arriver à un synopsis. Donc, vous m'arrêtez si je suis trop long, parce que là, je pourrais en parler des heures. Mon but, c'est d'arriver à plusieurs outils, un synopsis vraiment détaillé. Hein. Quand je parle de synopsis, c'est des dizaines de pages de synopsis. La fiche de personnage, alors pour ceux qui ne sont pas tout jeunes et qui se souviennent des jeux de rôle, bah, c'est vraiment le même principe, hein, la fiche de perso qu'on faisait dans Donjons et Dragons ou autre truc. Bah, c'est ça, mais plus élaboré. Et au fur et à mesure, bah, j'ai construit des outils un petit peu perso dans ces fiches. Par exemple, je me suis fait un truc marrant pour que le personnage soit un peu crédible. Je m'amuse à faire les 24 heures de mon personnage en oubliant complètement l'intrigue, c'est-à-dire que dans le récit, on va raconter ce qui est extraordinaire, la poursuite, la baston, les apparitions incroyables. Pour éviter de me prendre les pieds dans le tapis, moi, je vais prendre pour moi seul, hein, ce sera uniquement utile pour moi. Je vais faire 24 heures de mon personnage, mais 24 heures chiantes, vraiment pas intéressantes. À quelle heure il se lève, il prend le café, tous les trucs que je ne vais pas raconter dans le roman, mais que ça va m'éviter de me prendre les pieds dans le tapis au moment où l'action sera finie et je vais devoir dire où est-ce qu'il est à ce moment-là et ce qu'il fait, c'est le retour à la vie réelle. Et comme j'écris des récits qui sont fortement ancrés dans le réalisme, j'ai vraiment besoin de ce socle-là. Donc je m'amuse pour les personnages principaux à faire une espèce de journée type comme ça de ce qu'ils font, de un peu barbant au quotidien, dont je ne vais pas me servir directement, mais indirectement, ça me sera quand même utile. Et voilà, j'ai comme ça plein d'outils que j'utilise, et c'est seulement quand je suis au terme de ce process-là que je pars dans mon premier jet. Mais voilà, quand je démarre l'écriture du premier jet, en fait, j'ai déjà une trame qui est très serrée. Et d'ailleurs, ça se voit un peu dans tes romans qui sont tous assez efficaces, et notamment parce que tu t'inspires quand même de polar, donc c'est quelque chose qui est censé, enfin, qui peut pas non plus partir, on va dire, dans des univers imaginaires, etc. Il faut que ça reste, notamment au niveau des intrigues, qui met un peu intrigue policière, donc là-dessus. Oui, et en même temps, c'est un peu une idée qu'on s'en fait parce que j'ai discuté avec des auteurs polars et je parle de gens qui sont édités depuis des décennies. Hein. Un mec comme Slocombe, par exemple, lui, il explique qu'il écrit, en gros, il voit à peu près à la lumière des phares de la bagnole, c'est-à-dire il écrit un chapitre, il a une idée de ce qui va se passer dans le chapitre d'après, mais ça ne va pas tellement au-delà. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai de tous ces romans, mais je crois qu'il y a pas mal d'auteurs polars qui font comme ça, et c'est un mystère pour moi, parce que comme tu le dis, comment est-ce qu'on peut ficeler une enquête si on ne connaît pas la fin dès le début? Waouh, moi je respecte parce que je ne sais pas comment ils font. Moi, je ne peux pas. La légende dit qu'Agatha Christie écrivait comme ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, il paraît qu'à la fin de ce roman, c'est là qu'elle a décidé qui était le coupable. Alors, pour en avoir lu un, ça se sent un peu. Ouais, ça dépend lequel tu lis. Hein. Il y en a quand même qui sont des morceaux de bravoure, hein, franchement. Le meurtre de Roger Ackroyd, si elle ne savait pas à l'avance, Ouais. possible. Elle avait peut-être juste énormément de talent, quoi. Point. Non, mais il y a aussi une autre histoire, je crois, c'est que ceux qui écrivent comme ça à la lumière des phares, c'est qu'en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de technique, c'est pas qu'ils n'ont pas de méthode, c'est qu'elle s'est construite de manière empirique, sans même qu'ils en aient forcément conscience ou qu'ils se prennent la tête avec ça. Forcément, ça va prendre plus de temps que si tu passes par un manuel, que tu construis, que tu fais tes petits plans, ton calendrier, etc. Mais ils l'ont, la technique. Simplement, ils l'ont acquise d'une autre manière.
Oui, avec Ils ont, l'habitude. ils ont forcément réfléchi aux objectifs de leur protagoniste, ils ont forcément réfléchi aux obstacles, ils ont forcément réfléchi à tous ces trucs-là, mais ils ne l'ont pas vu. Et donc, toi, Floriane, comment ça se passe aussi l'élaboration du roman? Et moi, j'ai besoin d'être très cadrée aussi parce que j'ai toujours peur que si j'ai pas un encadrement un peu, enfin pas strict, mais assez présent, quoi, j'avais jamais arrivé au bout. Et du coup, pareil, je fais des synopsis très très forts. Donc, j'avais commencé à utiliser la méthode Flocon pour Rouille. Si quelqu'un connaît, c'est une méthode avec plusieurs étapes où on fait un mini synopsis et on fait pareil avec les petits personnages à chaque fois et on alterne comme ça. Puis on fait une ligne, puis 4 lignes, puis un paragraphe par ligne et puis on développe comme ça un synopsis. Bon, maintenant, depuis le temps, je l'ai adapté à ma sauce et il y a plein de trucs que je fais pas. Genre, par exemple, les fiches personnages, je les fais pas parce que je découvre mes personnages en les écrivant. Mais par contre, je fais des synopsis aussi hyper détaillés qui font 10, 11, 12 pages. Et en fait, à partir de ce synopsis-là, je fais des chapitres par rapport à ce qui se passe. Et après, je réécris tous mes chapitres et je fais des mini-résumés de tous mes chapitres que je ne suis pas. Je ne les suis jamais. Mais ça me permet en fait de garder une espèce de fil rouge du début à la fin pour me rappeler où je veux aller et les gros jalons que j'ai. Et je change tout au milieu, mais bon, je suis quand même l'histoire. Et généralement, ça donne un espèce de truc hyper difforme, dégueulasse et illisible. Et après, je corrige beaucoup. Moi, je ne suis pas très premier jet, j'aime pas trop ça, ça m'ennuie. Parce que c'est le moment où j'apprivoise vraiment mes personnages et ce qu'ils veulent faire. Et souvent, ils ne veulent pas faire ce que j'avais prévu au début parce que tout change. Et du coup, j'ai hâte à chaque fois d'arriver aux corrections parce que c'est là que j'ai l'impression de vraiment écrire et que le travail commence. Et j'ai l'impression d'avoir rassemblé tous les outils pour pouvoir bâtir ma maison à ce moment-là. Et du coup, je joue au Tetris, je remets les scènes au bon endroit, je rajoute des chapitres, je fais mes petits machins. Donc, généralement, il reste tout ce que j'ai écrit, mais jamais dans le même ordre. Voilà. Moi, mon truc, c'est vraiment les synopsis aussi. Je ne les respecte pas, mais j'en fais plein. Donc, voilà. Et toi, Yvan, tu as fait aussi une expérience roman sur la nouvelle. Comment est-ce que ça s'est passé comme Xavier ou Floriane ou est-ce que c'est une méthode aussi totalement différente? Non, tout pareil. Tout pareil, c'est-à-dire j'ai l'impression d'être très très structurel, donc pareil, je détaille tout, je fais des plans, je fais même des fiches personnages. Et pour me rendre compte qu'en fait, bon, ça me tient à la main, c'est bien, ça me rassure. C'est mon fil d'Ariane que je suis, enfin que je serais censé suivre. En tout cas, ça me rassure. Je me rends compte qu'en fait, je marche beaucoup plus à l'instinct en fait, à l'écriture comme ça. Et au premier jet aussi, le premier jet, j'essaie de le faire le plus vite possible, me débarrasser un peu du premier jet pour après, déjà réécrire le deuxième jet. C'est presque aussi long que le premier jet, quoi, de tout réécrire et puis tout réaffiner, etc. Mais j'ai toujours besoin de faire mon plan très détaillé. Voilà, et peut-être que pour mon troisième roman, je dirais, bon, allez, j'y vais comme ça, je prévois rien, tant pis, j'y vais à l'arrache. Et d'ailleurs, pour le deuxième roman, il y a un truc que j'ai essayé, que j'ai tenté, c'est d'abord de construire mes personnages, et puis après de voir l'histoire que je peux coller avec ça. Ouais. Voilà. Donc voilà, je suis parti, tout à l'heure Xavier parlait de Donjons et Dragons, je suis parti sur des personnages directement construits avec les alignements de Donjons et Dragons, donc bon, loyal, bon, chaotique et tout ça. J'ai décidé de faire 5 personnages complètement opposés, 5 sœurs complètement opposées, dans ce que je suis en train d'écrire, et puis d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Qu'est-ce que je peux coller comme histoire avec tout ça, avec tous ces personnages différents. Et ça fait quelque chose d'assez marrant. Voilà. Donc, c'est une autre méthode de travail, mais c'est plutôt amusant à faire et ça me permet aussi du coup d'avoir un peu de liberté, de pas avoir d'essayer de rester sur mes personnages, mais que l'intrigue fasse un petit peu ce qu'elle veut au départ. Voilà. D'ailleurs, je trouve justement, il y a un peu deux genres d'auteurs là-dessus, ceux qui sont beaucoup sur le scénario pur, mais des fois, quand on lit un roman, on sent que l'auteur voulait surtout mettre en avant des personnages et faire vivre le personnage. Et donc, vous, est-ce que c'est plus le scénario, finalement, le personnage qui vous attire, qui va prendre un peu les rênes, où vous allez le faire vivre et voir ce que ça donne? Comment ça se passe? Je te demande à toi, Xavier, puisque tu as aussi des personnages, notamment, qui sont assez forts quand même dans tes deux romans, donc qui prennent beaucoup de place, qui sont bien construits. Voyons. Alors, moi, je me suis un peu persuadé depuis le début que
je donnais la primauté à l'histoire, au côté structure du truc. Et j'ai vraiment une aspiration forte à essayer de construire des personnages. La particularité de Jules dans Le Maigre, c'est que sa nature, c'est marqué sur la 4e de couve, donc c'est pas une révélation, je peux le dire, il est hybride. Cette structure du personnage, elle structure aussi quelque part le roman. Donc là, c'est la fois où j'ai réussi à mettre en cohérence vraiment le récit avec le personnage. C'est parce qu'il est comme ça, qu'il est double, que l'histoire est ce qu'elle est, et que ses antagonistes sont ce qu'ils sont. Ça, ce serait mon but. Si j'arrive vraiment à cette cohésion-là sur un autre récit, je serais vraiment super content parce que ça, je trouve qu'évidemment, ça apporte une forte efficacité. Mais mon but, quand même, à terme, c'est d'évoluer quand même et d'arriver vers un peu ce que disait Yvan, partir des personnages. Moi, ça me parle vraiment beaucoup. Je trouve ça super classieux parce que nos lecteurs, lecteurs, lectrices, de quoi ils tombent amoureux de personnages, pas d'une histoire. Et je travaille de plus en plus dans ce sens-là. J'essaye aussi de travailler des personnages beaucoup par couple, parce que souvent, ce qui fait qu'une scène, je l'ai beaucoup fait sur mon dernier roman-là, j'essaye de les faire travailler, les principaux personnages, hein, j'entends, j'essaye vraiment de les travailler par paire, en imaginant quelques scènes clés et en essayant d'accommoder les caractères de manière à ce que la dynamique de la scène soit vraiment la plus forte possible. Et pour ça, il faut que si le personnage A a tel type de caractère, si le B a le même caractère, ça va être un bras de fer et c'est pas très intéressant. Enfin, moi, je m'en fous un peu. C'est beaucoup plus intéressant si le personnage B, il a un autre caractère et du coup, la dynamique, ce ne sera pas le bras de fer, mais ce sera autre chose de plus passionnant. Donc, voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Oui, effectivement, même comme Yvan le disait, on le voit même dans les scénarios basiques, hein, de séries comme de films. On voit à chaque fois, chaque personnage va être caractérisé par une personnalité vraiment différente et identifiable parce que ça permet justement des interactions plus complémentaires et qui font mieux avancer une histoire. Toi, Floriane, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis très personnage parce que c'est toujours eux qui me viennent en premier quand je commence à penser à un nouveau roman. Genre, Violente, elle est arrivée et en plus, ils arrivent, c'est le personnage et sa problématique ou quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et qui, du coup, va l'idée l'histoire. Par exemple, Violente, elle est amnésique et du coup, forcément, il fallait qu'elle retrouve sa mémoire. Mina, elle a le pouvoir de voir les fantômes et elle veut se débarrasser de ce pouvoir, ça ne l'intéresse pas. Comment elles vont faire pour arriver à ça et comment ça va se mêler à leur environnement et aux envies, aux besoins des autres personnages qui sont autour d'elle et qui vont parfois aller en contradiction avec elle ou pas. Mais pour moi, c'est toujours les personnages qui priment parce qu'en fait, je pense que c'est... En fait, faire une histoire originale, c'est bien, mais je pars du principe que tout a déjà été écrit d'une certaine façon. On va rien faire de vraiment extrêmement original. Par contre, on peut toujours faire des personnages qui sont attachants, intelligents et qui vont marquer le lecteur et qui vont lui apporter quelque chose. Et ça sera toujours plus intéressant pour moi qu'une histoire originale, qui est juste une histoire originale. Et un personnage qui va vraiment apporter un truc au lecteur, qui va le toucher, ouais, qui va lui faire ressentir des trucs forts, et ben on s'en souviendra plus longtemps que de se dire « Ah, j'ai eu une histoire super !» Mais en fait, je m'en souviens pas très bien parce que je me suis attachée à aucun personnage et j'ai réussi à suivre personne. Et au final, l'intrigue était hyper cool, mais on s'en souvient pas bien, quoi. Donc, pour moi, le cœur, c'est les personnages. Et c'est ça que je vais essayer de toujours faire en premier parce que aussi, c'est comme ça que toutes mes histoires commencent. C'est ça, quoi. Il y a eu une fois, je crois, où j'ai écrit un texte. C'était une nouvelle. C'était pas basé sur un personnage, mais c'était basé sur un concept d'un truc que je voulais dire. Et d'ailleurs, j'ai mis des semaines et des semaines à commencer à l'écrire parce que je me suis dit, mais en fait, je vais jamais y arriver parce que j'ai pas de personnage, je sais pas comment commencer, je sais pas qui fait cette histoire-là. J'ai juste cette histoire-là de une nana qui est enceinte et qu'est-ce que je fais, quoi. Mais je savais pas qui c'était cette fille et ça m'a pris, et je n'osais pas me lancer. Pendant des semaines, je disais, mais non, il faut que la deadline arrive, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et je le faisais pas, je le faisais pas. Bon, finalement, ça s'est bien passé, mais en vrai, pour moi, le personnage, c'est vraiment le cœur de l'histoire, c'est hyper primordial. C'est par lui que tout passe, puisque c'est lui notre prisme dans le monde qu'on veut montrer au lecteur. Donc, si le personnage n'est là que pour servir une histoire et une intrigue, on s'en souvient. Ce sera toujours moins mémorable qu'un bon personnage, et c'est plus facile de faire des bons personnages que des histoires hyper originales que personne n'aura jamais vues, quoi. Voilà.
Ce que tu dis, Floriane, ça me fait penser au fait qu'on est en train de s'adresser au lecteur finalement par deux canaux principaux, celui des émotions, et là c'est les personnages, et c'est le plus important. Et quand tu primes, et quand c'est l'histoire qui prime, bah, tu es plus sur le registre de l'intellect, où tu vas faire travailler un petit peu le cerveau, ce qui est hyper gratifiant aussi, hein, une enquête policière à résoudre. Ce serait d'avoir les deux. Et quand tu as les deux, que tu l'as fait un peu réfléchir et que tu l'as beaucoup ému, là, c'est vraiment une belle histoire, c'est bingo. Là. Parce que c'est vrai que c'est aussi dommage d'avoir effectivement une histoire, ça arrive aussi, où les personnages sont intéressants, on a envie de les suivre, mais le scénario ne se tient pas. J'ai déjà aussi lu ça, et c'est vrai que c'est très frustrant, parce que ça ne leur fait pas honneur non plus. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à trouver un bon équilibre entre les deux. Et des fois aussi... Oui. Vas-y. Non, je disais justement, des fois, ça peut être, je ne sais pas si vous avez eu ce souci, mais genre le caractère du personnage qui peut ne pas bien s'adapter à l'intrigue prévue. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez dû faire des négociations presque d'écriture parce que vous n'aviez pas prévu, en fait, parce que finalement, le caractère tel qu'il s'impose du personnage ne convient plus du tout à l'intrigue prévue? Est-ce que ça t'est arrivé? Je vois que tu souris, Xavier. Alors, c'est un truc dont j'ai beaucoup entendu parler sur les forums, sur le forum que j'ai beaucoup fréquenté, Cocyclix pour ne pas le nommer, et que je revois parfois aussi sur Facebook. Des fois, les auteurs font part de leurs difficultés au stade où ils en sont. Et c'est une situation dans laquelle je ne me suis pas retrouvé. À mon avis, c'est dû au travail en amont, en ce qui me concerne. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas travaillé, hein, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, je bosse vraiment comme un chien avant, et je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation-là parce que voilà, les caractères ont été adaptés à l'histoire à l'avance, et ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être que c'est juste un coup de bol et que la prochaine fois, ça va m'arriver. Je ne sais pas. Et toi, Yvan? Moi, oui, je devoir changer un personnage. Pour mon roman, ça a été obligé à un moment d'histoire parce que je devais le faire. En fait, un personnage, c'est bien qu'il puisse évoluer. En fait, c'est comme intéressant qu'un personnage, l'histoire lui le fasse évoluer un petit peu. Et sur le premier jet de mon roman, mon personnage traversait l'histoire. Il était identique de A à Z. Et donc, quel intérêt pour le personnage, pauvre personnage, quoi. Il a subi tout ça pour rien. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais commencer à le faire un peu simple d'esprit. Voilà, partir sur un petit peu plus simple d'esprit simplement pour lui donner une direction après. Et ça a été intéressant parce que ça m'a fait réécrire des chapitres. Justement, ce nouveau point de vue-là, ce nouveau caractère-là, ça m'a fait réécrire des chapitres. Ça m'a fait même modifier un peu, ça me fait modifier des parties, notamment la fin, parce que je suis parti là-dessus. Donc oui, mais parce que j'avais pas assez caractérisé mon personnage au départ. Clairement, j'en avais fait un personnage complètement lambda, quoi, moi, je suis plus moi, j'aime beaucoup créer des univers, quoi. J'aime beaucoup, dans l'imaginaire, j'aime beaucoup ça, que ce soit en fantasy ou en science-fiction, c'est ça. Et donc, c'est vrai que le roman Eternal 22 m'a montré ça, c'est que mes personnages, il fallait quand même que je fasse gaffe, parce que sinon ils servaient à rien. Et c'est pour ça que pour ce deuxième roman que je suis en train d'écrire, je pars d'abord des personnages, pour dire, bon, allez, je vais déjà au moins partir de cette bonne base-là. Après, avec ma petite expérience, je peux peut-être quand même réussir à faire un univers pas mal à côté de ça. C'est peut-être ça ma faiblesse. Je travaille peut-être plus sur ma faiblesse sur mes personnages. Voilà. Et donc toi, Floriane, pour conclure cette partie. Moi, j'ai ce problème de personnages secondaires qui décident tout d'un coup que, en fait, ils ont des trucs incroyables à raconter et que ils vont pas juste servir à 3 scènes et qu'ils vont être là tout le temps. Donc, j'ai ça, et j'ai le problème inverse, les personnages que j'adore, qui en fin de compte ne servent à rien dans l'histoire et qu'il faut éliminer à un moment et que on éradique définitivement, et c'est un brise-cœur. Mais voilà, moi j'ai ce problème-là. J'ai souvent des petits personnages secondaires qui en fait me disent, mais en fait moi j'ai envie de faire plein de trucs dans ton histoire, je vais en voir tout le temps, et à chaque fois ils reviennent et ça devient des personnages secondaires importants alors qu'en fait c'était juste prévu pour 3 scènes, quoi. Bon, ça c'est pas trop gênant, c'est que ça va, quoi. Oui.
Donc, on arrive sur la fin de ce live. Merci tous les trois d'avoir partagé vos expériences en nouvelles et en romans et aussi votre univers d'écriture. Si on peut faire un petit tour pour que chacun vous présentiez rapidement le synopsis d'un de vos romans pour donner peut-être envie donc, à ceux qui ne vous ont pas encore lu de vous découvrir. On commence avec toi, Xavier. Donc, L'homme maigre ou le saut du grillon, comme tu préfères, ou les deux si tu peux faire le résumé rapide. Eh ben, le dernier en date, parce que le dernier a toujours raison. Le saut du grillon, une histoire sombre, une histoire d'héritage, un héritage lourd à porter pour une jeune fille à la recherche d'une partie de sa famille, on va dire pour faire simple, et autour un univers très ancré dans le réalisme, Lyon, mais où j'amène une petite fêlure, une faille, et où l'étrange et même un peu de fantastique font irruption. Le tout autour d'un lieu que j'ai visité, qui est un musée consacré à l'anatomie, avec plein de bizarreries anatomiques, des fœtus dans des bocaux, ce genre de réjouissance. C'est le musée Latarjet, les collections ont migré à Rieux, vous pouvez le visiter, c'est assez surprenant. Voilà en quelques mots comment j'essaierai de capter l'attention pour que vous veniez voir Le Grillon. Merci Xavier. Donc à toi Yvan. Alors donc, Éternel 22, c'est un roman de science-fiction où je décris une société contre-utopique, donc où les gens sont parfaitement heureux, mais avec une morale de l'époque qui est un peu particulière, c'est que l'inceste dans ce monde-là est institutionnalisé. C'est-à-dire, c'est parfaitement normal de coucher avec sa mère. C'est même, on a le droit qu'à ça. Et si vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre que vos parents, eh bien, c'est là que vous êtes considéré comme quelqu'un de dégoûtant et complètement affreux. Et mon héros, eh bien, pas de bol, il est tombé amoureux d'une fille qui n'est pas du tout sa maman, et donc il se retrouve un peu au banc de la société. Et donc, dans ce roman-là, on comprend comment on arrive là, ce que je disais, on fait des retours en arrière, on fait retour 1000 ans en arrière pour savoir comment on est arrivé à ça, comment on est arrivé avec cette société assez étrange. Et pourquoi en fait cette société va être condamnée à des trucs? Pourquoi est-ce qu'il y a une apocalypse qui s'annonce alors que rien ne l'annonce au début de l'histoire? Tout semble parfaitement, tout semble propre, tout semble. On ne voit pas d'où peut arriver l'apocalypse. Et c'est en suivant le passé qu'on arrive à voir ce qui va arriver sur la figure plus tard. Voilà. Merci Yvan. Et donc pour finir, Floriane. Comme dit Xavier le petit dernier à la primeur, donc L'As de la Renarde, c'est du fantastique urbain, c'est un thriller fantastique urbain qui se passe dans le Japon. On est sur 2 époques. On suit dans le Japon contemporain Mina, qui est une jeune fille qui a le pouvoir de voir les esprits et les fantômes de tout le folklore japonais. Et c'est vraiment le truc qui la saoule parce que ça la met un peu au banc de la société. C'est la fille bizarre au fond de la classe qui a l'air de regarder des trucs qui ne sont pas là, quoi. Et un jour, elle va rencontrer une de ses camarades de classe qui vient d'une famille d'exorcistes et qui va l'emmener dans une chasse aux démons dans Tokyo. Et en parallèle, on suit l'histoire de Hikari, qui est une déesse donc, du folklore japonais, qui vit dans ces montagnes en 1460 et qui, elle, voit les humains arriver et est hyper intriguée par tout ce qui se passe, par ces nouveaux petites créatures là, qui se reproduisent très vite et qui envahissent tout et qui viennent chez elle. Et elle va décider d'aller un peu à l'encontre de toutes les lois de son clan et d'aller voir ce qui se passe chez les humains. Et ces 2 timelines vont se rejoindre dans un final flamboyant et inattendu. Lisez la fin, vous serez surpris. C'est Scrinéo, c'est ça aussi? Oui, c'est Scrinéo. Ok, merci. Donc voilà. Merci à tous les trois pour ce partage, pour les présentations de vos livres. Donc n'hésitez pas à regarder, à retrouver donc, les auteurs sur les réseaux, chez leurs éditeurs également. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine pour d'autres lives sur notre page des éditions Luciférine. Au revoir. Merci, bonsoir, à la prochaine. Au revoir. Bye bye.